Ma fille de 16 ans m'a appelé en sanglotant parce qu'un homme étrange était dans notre maison. J'ai enfreint 3 règles de circulation pour rentrer chez moi. J'étais assis dans mon camion devant le chantier Morrison en train de manger un sandwich au jambon quand mon téléphone a sonné. Le nom d'Amy est apparu sur l'écran. Elle n'appelle jamais pendant les heures de cours. Papa, sa voix tremblait. Papa, il y a un homme dans notre maison, j'ai lâché mon sandwich. Quoi? Amy, quel homme? Où est ta mère? Je ne sais pas où est maman. Sophie et moi sommes rentrés tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Il y a un homme dans ta chambre qui fouille dans tes affaires. Il a des cartons et il met tes affaires dedans. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Amy, écoute-moi. Es-tu en sécurité? Où es-tu en ce moment? Nous sommes dans le couloir. Sophie a peur. Papa, il a les clés. Il est entré comme s'il habitait ici. Je démarrais déjà le camion. Je rentre à la maison. Tout de suite. Prends Sophie et allez dans ta chambre. Verrouillez la porte. Ne sortez pas avant que j'arrive. Papa, dépêche-toi. S'il te plaît. La ligne s'est coupée. J'ai appelé Elena pendant que je conduisais. Directement sur la messagerie. J'ai rappelé. Pareil. Le téléphone de ma femme était éteint en plein milieu de la journée. Ça n'arrivait jamais. J'habite à Highlands Ranch. Le chantier était à Little Etoll. 23 minutes par beau temps. J'ai fait le trajet en 16 minutes. Mes mains tremblaient quand j'ai tourné dans Willow Creek Drive. La Honda d'Elena n'était pas dans l'allée. Une BMW argentée que je ne reconnaissais pas était garée dans la rue devant notre maison. Je me suis garé dans le garage et j'ai coupé le moteur. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai traversé la cuisine et j'ai entendu des voix à l'étage. Une voix d'homme. Grave. Assuré. Comme s'il était chez lui. Amy, ai-je appelé. Papa, elle a accouru dans le couloir. Sophie était juste derrière elle, des larmes sur le visage. Où est-il? Toujours dans ta chambre. J'ai monté les escaliers. Chaque marche me donnait l'impression de marcher dans la boue. La porte de ma chambre était ouverte. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur. Un homme était agenouillé à côté de ma commode avec un carton à côté de lui. Il avait peut-être 40 ans. Bien habillé. Une alliance au doigt. Il pliait mes t-shirts et les mettait dans le carton. Excusez-moi. Ai-je dit. Il a levé les yeux. Aucune surprise sur son visage. Aucune culpabilité. Juste un léger agacement. Vous devez être Kevin, a-t-il dit. Je suis David. Elena m'a demandé de l'aider à emballer quelques affaires. Emballer des affaires, pourquoi? Il s'est levé. Il était grand. Peut-être 1,85 m. Bâti comme quelqu'un qui fait de la musculation. Elle part en voyage d'affaires. Elle ne vous l'a pas dit? J'ai regardé le carton. Mes vêtements. Mes chemises de travail. Mon bon jean. Voyage d'affaires, Portland. Ça pourrait être une longue mission. Sur la table de chevet à côté de notre lit, l'alliance d'Elena était posée sur un mouchoir. Juste à côté se trouvait une montre d'homme que je n'avais jamais vue. C'est ta montre? Ai-je demandé. Il y a jeté un coup d'œil. Son visage a changé. Juste une seconde. Ouais. J'ai dû l'enlever en aidant. J'ai pris la montre. Lourde. Chère. Encore chaude d'avoir été portée. Quand est-ce qu'Elena t'a demandé de faire ça? Ce matin. À quelle heure ce matin? Il devenait nerveux maintenant. Je pouvais le voir dans ses épaules. Tôt. Peut-être 8 heures. Elena est partie au travail à 7h30. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir dans la cuisine. Bon, c'était peut-être hier soir alors. Tu étais dans ma maison hier soir? Sophie pleurait encore. Amy avait son bras autour de sa sœur. Elle se tenait dans le couloir,
regardant la vie de leur père s'effondrer en temps réel. Écoute, dit David. C'est entre toi et Elena. Je ne fais qu'aider une amie. Quel genre d'amie? Il n'a pas répondu. Je suis allé à mon placard. La moitié de mes vêtements avait disparu. Mon bon costume. Mes chemises habillées. La veste en cuir qu'Elena m'avait achetée pour mon anniversaire. Dans le carton par terre, je pouvais voir les vêtements d'Elena mélangés aux miens. Son chemisier préféré. La robe rouge qu'elle portait au mariage de sa sœur. Le soutien-gorge noir que je lui avais acheté pour la Saint-Valentin. Tu couches avec ma femme, David? Je pense que tu devrais demander ça à Elena. C'est à toi que je le demande. Il reculait vers la porte maintenant. Il faut que j'y aille. Non, pas question. Je me suis placé entre lui et l'embrasure de la porte. Il était plus grand que moi, mais je manie le marteau depuis 20 ans. Mes mains sont plus fortes que les siennes. Pousse-toi, dit-il. Réponds d'abord à la question. C'est là qu'on a entendu la voiture d'Elena dans l'allée. Elena est entrée dans la maison comme si c'était un mardi comme les autres. A crié bonjour comme elle le faisait toujours. Puis elle m'a vu en haut des escaliers. Kevin? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Amy m'a appelé. Amy? Elle avait l'air confuse. Puis elle a eu l'air effrayée. Amy t'a appelé pourquoi? À propos de ton ami David. Elle est devenue blanche. Vraiment blanche. Comme si tout le sang s'était retiré de son visage. David est apparu derrière moi dans le couloir. Elena, il faut qu'on parle. Elle l'a regardé. Puis moi. Puis les filles debout derrière moi avec des larmes sur le visage. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ouais, ai-je dit. Oh mon Dieu. Je suis descendu. Elena a reculé dans la cuisine. David m'a suivi en bas. Elena, dit David. Dis-lui. Me dire quoi? Ai-je demandé. Elle regardait partout sauf mon visage. Le sol. Le réfrigérateur. La fenêtre. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu fais mes bagages? Que ton petit ami a les clés de notre maison? Que tu as enlevé ton alliance? Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que c'est alors? David s'éclaircit la gorge. Peut-être que je devrais partir. Non, dis-je. Tu restes là. Vous deux. Quelqu'un va m'expliquer pourquoi mes filles sont rentrées à la maison pour trouver un étranger en train de fouiller dans ma chambre. Elena pleurait maintenant. Mais pas comme Amy avait pleuré au téléphone. Les larmes d'Amy étaient des larmes de peur. Les larmes d'Elena étaient des larmes de quelqu'un qui s'est fait prendre. Depuis combien de temps? Demandai-je. Kevin, s'il te plaît. Depuis combien de temps tu couches avec lui? C'est juste arrivé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. David vérifiait son téléphone. Comme si ça l'ennuyait. Comme si ma famille qui s'effondrait l'empêchait de faire quelque chose d'important. Range ton téléphone, lui dis-je. Pardon, tu es dans ma maison. Avec ma femme. En train de fouiller dans mes affaires. Range ce foutu téléphone. Il le mit dans sa poche mais ça ne lui plaisait pas. Elena pleurait encore. Kevin, on doit parler. Seul. Non. Il reste. Il fait partie de cette conversation maintenant. Papa? Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Son visage était rouge et gonflé. Monte à l'étage, ma chérie. Toi et Amy toutes les deux. Montez à l'étage et fermez la porte. Je veux rester avec toi. À l'étage. Maintenant. Amy apparut et prit la main de Sophie. Viens, Soph. Elles montèrent à l'étage. J'attendis d'entendre la porte de la chambre d'Amy se fermer. Assieds-toi, dis-je à Elena. Kevin, je ne veux pas faire ça avec lui ici. Alors tu aurais dû y penser avant de lui donner les clés de notre maison. Elle s'assit à la table de la cuisine. La même table où nous avions pris le petit déjeuner ce matin. Où elle m'avait embrassé pour me dire au revoir il y a 8 heures. Depuis combien de temps? Demandai-je encore. Quelques mois.
Combien de mois? Elle regarda David. Il étudiait mon réfrigérateur comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. 6 mois, dit-elle. 6 mois. Je laissais ça faire son chemin. Alors ça a commencé quand? Février. Février. Juste après son anniversaire. Juste après que je lui ai offert les boucles d'oreilles en diamant. Juste après notre week-end d'anniversaire de mariage à Cabo. Où est-ce que tu le retrouves? Kevin, s'il te plaît. Où? Différents endroits. Ici? Dans notre maison? Elle hocha la tête. Dans notre lit? Elle hocha la tête encore. Je regardais David. Tu as été dans mon lit? Écoute, mec, je ne savais pas qu'elle était mariée quand on s'est rencontrés. Connerie, je ne savais pas. Elle m'a dit qu'elle était divorcée. Je me tournai vers Elena. Tu lui as dit que tu étais divorcée? Elle pleurait plus fort maintenant. J'allais te le dire. J'allais demander le divorce. Quand? Bientôt? Dans combien de temps? David regarda sa montre. La montre qui était posée sur ma table de nuit à côté de l'alliance de ma femme. Il faut vraiment que j'y aille, dit-il. Où? Retrouver ta femme? Il s'arrêta de bouger. Ouais, j'ai vu ton alliance. Est-ce qu'elle sait que tu es ici? Ça ne te regarde pas. Tout ce qui te concerne me regarde maintenant. Je m'approchai de lui. Assez près pour sentir son eau de Cologne. Assez près pour voir qu'il était nerveux. Voici ce qui va se passer, dis-je. Tu vas finir d'emballer ces cartons. Ensuite tu vas les porter jusqu'à ta voiture. Puis tu vas partir et ne jamais revenir. Elena m'a demandé de l'aider. Elena demande à beaucoup de gens de l'aider à faire beaucoup de choses. C'est fini maintenant. Il regarda Elena. Elle fixait ses mains. Elena, dit-il. Elle ne leva pas les yeux. Elena, on en a parlé. Toujours rien. Très bien, dit-il. C'est ridicule de toute façon. Il se dirigea vers l'escalier. David, cria Elena. Il se retourna. Je t'appellerai plus tard. Non, dis-je. Elle ne t'appellera pas. David monta à l'étage pour chercher les cartons. Je pouvais l'entendre bouger dans ma chambre. Elena était assise à la table de la cuisine pleurant dans ses mains. 16 ans, dis-je. Elle leva les yeux. 16 ans qu'on est mariés. 2 enfants. Une maison. Une vie. Kevin. Je sais que c'est difficile. Difficile? C'est difficile, je ris mais ça ne ressemblait pas à un rire. Découvrir que ma femme couche avec un autre homme dans notre lit depuis 6 mois? Ouais, Elena. C'est difficile. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. On s'est éloigné. Vraiment? Tu travailles tout le temps. Tu n'es jamais là. Je travaille pour payer cette maison. Pour payer l'école des filles. Pour payer ta voiture et tes vêtements et tes voyages pour voir ta sœur. Ce n'est pas une question d'argent. De quoi s'agit-il alors? Elle resta silencieuse longtemps. À l'étage, je pouvais entendre David déplacer les cartons. Je ne suis pas heureuse, dit-elle finalement. Alors tu as décidé d'être heureuse avec le mari d'une autre? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? J'allais te le dire. Quand? Quand le moment serait venu? Quand est-ce que ça aurait été? Après ton déménagement à Portland? Après que tu m'aies enlevé mes filles? Son visage changea. Comment tu savais pour Portland? Je ne le savais pas. Je devinais. Mais sa réaction me dit tout. Alors c'est ça le plan? Toi et David vous enfuir à Portland? Ce n'est pas s'enfuir. Il a une opportunité d'emploi là-bas. Et les filles? Elles viendraient avec moi. Il faudra me passer sur le corps. Kevin, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de te faire du mal. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit que je sois heureuse pour une fois dans ma vie. David descendit les escaliers en portant 2 cartons. Derrière lui, j'entendais une des filles pleurer. Probablement Sophie. La voiture est chargée, dit-il à Elena. Parfait, dis-je. Maintenant sors d'ici. Elena, tu viens? Elle me regarda. Puis le regarda.
puis regarda le plafond où ses filles s'effondraient. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, dit-elle. Réfléchir à quoi? Demanda David. À tout. Elena, on en a parlé. On avait un plan. Le plan a changé, dis-je. Je ne te parlais pas. Tu es dans ma maison. Tout ce que tu dis, c'est à moi que tu le dis. Il posa les cartons. Tu sais quoi? J'en ai marre. Elena, tu as dit que tu le quittais. Tu as dit que tu étais prête à recommencer. C'est le cas. J'ai juste besoin de temps. Du temps pourquoi? Pour continuer à mentir à tout le monde? Elena se leva. Ne me parle pas comme ça. Comment ça? Comme à quelqu'un qui ment à son mari et à ses enfants depuis 6 mois. C'est là qu'elle a craqué. N'ose pas me juger, hurla-t-elle. N'ose pas rester là, et faire comme si tu étais un mari parfait. Je ne t'ai jamais trompé. Tu ne m'as jamais accordé d'attention non plus. Je me suis crevé au travail pour cette famille. Tu t'es crevé pour toi-même. Pour tes précieux projets de construction. Quand est-ce qu'on est sorti dîner pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée pour la dernière fois? Quand est-ce que tu me l'as demandé? Elle n'avait pas de réponse à ça. David ramassa ses cartons. C'est dingue. Elena, appelle-moi quand tu auras décidé ce que tu veux. Ne l'appelle pas, dis-je. Ne lui envoie pas de texto. Ne t'approche plus de ma maison ou de ma famille. Sinon quoi? Sinon je m'assurerai que ta femme découvre tes voyages d'affaires à Denver. Il se figea. Quoi? Elle pense que tu es ici pour le travail, pas vrai? Est-ce qu'elle sait que tu couches avec des femmes mariées? Tu ne sais rien de ma femme. Je sais qu'elle ne sait pas que tu es ici. Et je sais qu'elle va l'apprendre. Elena nous regardait comme si on était deux chiens qui se battaient pour un os. Ce qu'on était, j'imagine. David, va-t'en, dit-elle. Je vais réfléchir à tout ça. Réfléchir à quoi? Si tu veux rester marié à ce connard ou venir à Portland avec moi. Et, dis-je, surveille ton langage. Sinon quoi? Tu vas le dire à ma femme? Vas-y. On verra ce qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir des secrets. Elena redevint blanche. David, arrête. Arrêtez quoi? Demandai-je. Rien, dit Elena rapidement. Il ne sait pas de quoi il parle. Mais David souriait maintenant. Un sourire méchant. Ta femme planifie ça depuis des mois, Kevin. Tout ça. Portland. Emmener les enfants. Vider tes comptes en banque. David, tais-toi. Elle a des avocats. Elle a de la documentation. Elle monte un dossier contre toi. Quel genre de dossier? Elena secouait la tête. Il ment. Quel genre de dossier, David? Le genre qui fait qu'elle obtient tout et toi rien. Je regardais Elena. C'est vrai? Non. Elena, c'est vrai? Pas comme il le dit. Comment tu le dis alors? Elle ne répondit pas. Elena, j'ai parlé à un avocat, juste pour connaître mes options. Quelles options? Quelles options? Si on divorçait. Ce qui arriverait à la maison. Aux filles. Et rien. Je posais juste des questions. David rit. Parle-lui de l'ordonnance restrictive. Mon sang se glaça. Quelle ordonnance restrictive? David, arrête. Dis-lui, Elena. Parle-lui de ton plan pour prétendre qu'il t'a frappé pour obtenir la garde et déménager à Portland. La cuisine devint silencieuse comme la mort. Même le réfrigérateur arrêta de bourdonner. Elena, dis-je doucement. Regarde-moi. Elle ne voulait pas. Elena, regarde-moi. Elle leva les yeux. Ils étaient pleins de larmes, de culpabilité et de peur. Avais-tu prévu de m'accuser de t'avoir frappé? Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'avocat a dit que c'était une option. Si les choses tournaient mal. Des choses comme quoi? Comme si tu essayais de m'empêcher d'emmener les filles. Je m'assis. Mes jambes ne me portaient plus. Tu allais mentir en disant que je t'avais frappé pour pouvoir voler mes enfants. Ce n'était pas du vol. Ce sont mes enfants aussi. Et les emmener à Portland avec ton petit ami. Kevin,
S'il te plaît, essaie de comprendre. Je regardais David. Il prenait plaisir à ça. Regarder ma vie exploser était un divertissement pour lui. Sors, dis-je. Kevin, pas toi. Lui. Sors de ma maison. David prit ses cartons. Elena, tu as mon numéro. David, appela Elena derrière lui. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Moi aussi, dit-il. Puis il me regarda. Bonne chance, Kevin. Tu vas en avoir besoin. Il sortit. Une minute plus tard, j'entendis sa BMW démarrer et s'éloigner. Elena et moi restâmes assis dans la cuisine à écouter nos filles pleurer à l'étage. Après le départ de David, Elena monta faire d'autres bagages. Elle dit qu'elle allait rester chez son ami Michel jusqu'à ce qu'on puisse démêler tout ça. Je lui dis de démêler ça rapidement parce que les filles avaient école demain et qu'elles avaient besoin que leur mère arrête de faire n'importe quoi. Elle jeta quelques affaires dans une valise et partit sans dire au revoir à Amy et Sophie. Elle franchit simplement la porte d'entrée comme si elle allait à l'épicerie. Je trouvai les filles dans la chambre d'Amy. Sophie était allongée sur le lit, le visage enfoui dans un oreiller. Amy était assise à côté d'elle en lui caressant le dos. « Est-ce que maman va revenir ?» demanda Sophie sans lever la tête. « Je ne sais pas, ma chérie. Est-ce que papa et maman vont divorcer ?» Je m'assis sur le lit. « Ça non plus, je ne le sais pas. » Amy me regarda. Elle avait cette expression sur le visage comme si elle essayait de décider si elle devait me dire quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, Amy ?»« Rien. »« Amy, je savais, » dit-elle doucement. « Tu savais quoi, pour maman ?»« Pour cet homme. » Sophie se retourna. « Tu savais que maman avait un petit ami ? Je le sais depuis un moment. » Mon estomac se serra. « Depuis combien de temps ? » Depuis mars peut-être. Je les ai vus ensemble au centre commercial. Maman m'a vu les voir. Elle m'a dit que c'était juste un ami du travail. Mais tu savais que ce n'était pas vrai. La façon dont il se regardait. La façon dont il lui touchait le bras quand il parlait. Je savais. Sophie se remit à pleurer. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que je ne voulais pas que tu sois triste. Je suis triste maintenant de toute façon. Amy me regarda. Papa, il y a autre chose ? Autre chose quoi ? Maman agit bizarrement depuis des mois. Elle prend des appels téléphoniques dans le garage. Elle rentre tard du travail. Elle a acheté de nouveaux vêtements et les a cachés au fond de son placard. Quel genre de nouveaux vêtements ? Des vêtements sexy. Des trucs qu'elle ne portait jamais à la maison. Je me sentis malade. Et la semaine dernière, continua Amy, je l'ai entendue au téléphone parler d'école à Portland. Elle demandait des dates d'inscription et des transferts de dossiers scolaires. Pour vous deux, je pense. Elle n'arrêtait pas de dire mes filles ci et mes filles ça. Sophie se redressa. Elle allait nous emmener à Portland, je n'en suis pas sûr. Mais on aurait dit. Je me frottais le visage. Mes mains tremblaient. Papa, la voix de Sophie était toute petite. Est-ce qu'on va devoir déménager ? Non. Absolument pas. C'est votre maison ici. C'est ici que vous appartenez. Mais si maman nous y oblige, elle ne peut vous obliger à rien faire sans ma permission. Et je ne la donnerai pas. Amy resta silencieuse une minute. Puis elle dit, « Papa, j'ai peur. » De quoi ? De ce que maman pourrait faire. Quand je l'ai vue au centre commercial avec cet homme, elle m'a regardé comme si elle était en colère que je l'ai surprise. Pas embarrassée. Pas désolée. En colère. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comme si c'était de ma faute d'être là. Comme si je l'espionnais au lieu de simplement faire du shopping avec mes amis. Je repensais au visage d'Elena quand elle était entrée dans la maison cet après-midi. La façon dont elle avait regardé quand David avait mentionné les avocats et l'ordonnance restrictive. Amy avait raison. Elena avait eu l'air en colère. Comme si nous l'importunions tous par notre simple existence. Les filles, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Si votre mère vous appelle, je veux que vous me le disiez. Si elle vient vous chercher à l'école,
Je veux que vous m'appeliez immédiatement. N'allez nulle part avec elle sans me parler d'abord. Est-ce qu'on a des ennuis? Demanda Sophie. Non, ma chérie. Vous n'avez aucun ennui. Mais les choses vont être confuses pendant un moment, et je dois m'assurer que vous êtes en sécurité. En sécurité par rapport à maman? Je ne savais pas comment répondre à cela. Amy répondit à ma place. En sécurité par rapport aux mauvaises décisions sauf. Parfois les adultes prennent de mauvaises décisions et les enfants se retrouvent pris au milieu. C'est ce que maman a fait. Elle a pris une mauvaise décision? Oui, dis-je. C'est exactement ce qu'elle a fait. Après que les filles soient allées se coucher, je m'assis dans mon bureau à la maison en essayant de comprendre ce qui s'était passé. 6 mois. Elena avait mené une double vie pendant 6 mois. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer notre vie, elle construisait une vie secrète avec un autre homme. J'ouvris mon ordinateur portable et vérifiai nos comptes bancaires. Aucun retrait inhabituel. Mais il y avait un compte courant que je ne reconnaissais pas. Un compte au nom d'Elena seulement avec un solde de $8000. Je vérifiai nos relevés de cartes de crédit. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Des hôtels à Denver à des moments où Elena disait qu'elle rendait visite à sa sœur à Colorado Springs. Des achats chez Victoria's Secret pour des choses que je ne l'avais jamais vu porter. Mon téléphone vibra. Message d'Elena. Il faut qu'on parle demain. Juste nous deux. Je tapais en retour, de quoi? De ce qui va se passer maintenant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu rentres à la maison et qu'on arrange ça. Ce n'est pas si simple, Kevin. Bien sûr que si. Tu arrêtes de voir David. Tu annules tous les projets que tu as faits à Portland. Tu recommences à te comporter comme une épouse et une mère. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime plus. Je fixais ce message pendant longtemps. Puis j'éteignis mon téléphone et allai me coucher. Mais je ne dormis pas. Je restais allongé à penser au visage d'Amy quand elle m'avait dit qu'elle protégeait Sophie de la vérité depuis des mois. À penser à Sophie qui demandait si elle avait des ennuis. À penser à Elena qui prévoyait de m'accuser de l'avoir frappée pour pouvoir voler mes filles. Vers 3 heures du matin, je réalisais quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas d'Elena qui était malheureuse. Il ne s'agissait pas de nous qui nous éloignions, ou de moi qui travaillais trop. Il s'agissait d'Elena qui était prête à détruire la vie de ses propres enfants pour obtenir ce qu'elle voulait. Et cela changeait tout. J'appelais le travail pour me déclarer malade le lendemain matin. Première fois en 2 ans. Je dis à mon contremaître que j'avais une urgence familiale. Ce qui était assez vrai. Après que les filles furent parties à l'école, je commençais à creuser. Elena avait laissé son ordinateur portable derrière elle. Protégé par mot de passe, mais je connaissais ses mots de passe. Elle utilisait les 3 mêmes combinaisons pour tout. La 3e fonctionna. Son email était une feuille de route de la tromperie. Les premiers emails avec David remontaient à janvier. Pas février comme elle me l'avait dit. Le 15 janvier pour être exact. Juste après le Nouvel An. Juste après que nous ayons pris des résolutions de passer plus de temps ensemble en famille. Le premier email était assez innocent. Ravi de t'avoir rencontré à la fête de Michel. J'espère que tu es bien rentré malgré la neige. Le 20 janvier, il faisait des projets pour se retrouver pour un café. Le 1er février, il parlait de chambre d'hôtel. En mars, il parlait de Portland. En avril, il parlait de comment m'enlever les filles. J'imprimais tout. Il y avait des emails à des avocats à Denver qui demandaient des informations sur le droit de garde. Des emails à des écoles à Portland qui demandaient des procédures d'inscription. Des emails à des compagnies de location d'appartements qui demandaient des 2 pièces disponibles en août. Et il y avait des emails à d'autres femmes. Des épouses d'hommes que je connaissais. Des épouses d'hommes qui travaillaient dans le bâtiment. Des conversations sur les mariages malheureux, et les maris stupides et comme c'était facile de cacher des choses aux hommes qui travaillaient toute la journée. Un email me fit trembler les mains. Kevin ne se doute toujours de rien. Il est tellement concentré sur le travail qu'il ne remarque rien. David était littéralement dans notre chambre hier après-midi pendant que Kevin était sur un chantier.
On aurait pu faire l'amour du côté de Kevin du lit, et il n'aurait rien su à moins que quelqu'un le lui dise. Quelqu'un avait répondu, « Fais attention Elena. Les hommes comme Kevin peuvent devenir violents quand ils découvrent. » Elena avait répondu, « C'est ce que dit David. Il pense que je devrais documenter quelques incidents. » Juste au cas où, quel genre d'incident? Le genre qui m'aiderait à obtenir la garde complète. J'appelais Jake. Tu es occupé? Jamais trop occupé pour toi, frangin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un service. Un gros service. Dis-moi tout. J'ai besoin que tu m'aides à suivre quelqu'un. 1 heure plus tard, Jake était assis dans ma cuisine en train de lire les emails d'Elena. Bon sang, Kevin. Ouais, elle planifie ça depuis des mois. Ouais, elle allait mentir en disant que tu l'avais frappé? C'est ce que David a dit hier. Je pensais qu'il essayait juste de semer la pagaille. Jake pointa l'écran de l'ordinateur portable. C'est écrit noir sur blanc ici. Elle parle à d'autres femmes de documenter de faux incidents de violence domestique. Je n'ai jamais levé la main sur elle en 16 ans. Je le sais. Tu le sais. Mais si elle appelle les flics et dit que tu l'as frappée, ils sont obligés de t'arrêter. Même si c'est des conneries. Et ensuite elle obtient la garde d'urgence des filles. Et disparaît à Portland avant que tu puisses prouver que tout était mensonge. Je fermais l'ordinateur portable. Alors qu'est-ce que je fais? Tu prends les devants. Tu documentes tout en premier. Tu t'assures que tout le monde connaisse la vérité avant qu'elle puisse commencer à mentir. Comment? Tu connais Rebecca Martinez, du lycée? Elle est médiatrice au tribunal familial maintenant. Elle s'occupe des affaires de garde. Elle saura quoi faire. Je n'avais pas parlé à Rebecca depuis 15 ans. Nous étions amis au lycée, mais nous avions perdu le contact après l'obtention du diplôme. Tu penses qu'elle m'aiderait? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je trouvai le numéro du bureau de Rebecca en ligne. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Rebecca Martinez. Rebecca, c'est Kevin Davidson. Du lycée Jefferson. Kevin Davidson. Je pouvais l'entendre sourire. Ça fait une éternité que je n'ai pas entendu ce nom. Comment vas-tu? J'ai connu mieux. Rebecca, j'ai besoin d'aide. D'aide professionnelle. Sa voix changea. Devint plus sérieuse. Quel genre d'aide? Le genre qui implique ma femme qui planifie d'emmener mes enfants dans un autre état tout en m'accusant de violence domestique qui n'a jamais eu lieu. Oh, Kevin. Je suis désolé. Quand peux-tu venir? Que dirais-tu de maintenant? Le bureau de Rebecca était dans le centre-ville de Denver. Bâtiment moderne, installation professionnelle. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était au lycée sauf pour le tailleur et l'alliance. Donc, dit-elle après que je finis d'expliquer tout, votre femme planifie de déménager vos enfants sur la base de fausses allégations d'abus. D'après ses emails, ouais. Et elle mène cette liaison depuis environ 6 mois. Au moins 6 mois. Peut-être plus longtemps. Avez-vous de la documentation? Je lui tendis les emails imprimés. Elle les lut attentivement. Kevin, c'est sérieux. Si elle demande une ordonnance de protection d'urgence, vous pourriez être expulsé de votre domicile immédiatement. Vous auriez un droit de visite limité avec vos filles jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Combien de temps cela prendrait-il? Des mois. Peut-être plus longtemps si elle s'y prend intelligemment. Alors que dois-je faire? D'abord nous documentons tout. Je dis bien tout. Les dossiers financiers, les archives de communication, les preuves de la liaison, les preuves de la planification de déménagement. J'ai déjà commencé. Ensuite nous vous trouvons un avocat spécialisé en droit de la famille. Quelqu'un qui se spécialise dans les affaires de fausses accusations. Vous connaissez quelqu'un? Je connais plusieurs personnes. Mais Kevin, je dois vous demander quelque chose. Quoi? Avez-vous déjà frappé votre femme? Jamais? Même une fois? Même si elle vous a frappé en premier? Jamais. L'avez-vous poussée? Lui avez-vous attrapé le bras? Quoi que ce soit qui pourrait interpréter comme de l'agression physique. Rebecca, je n'ai jamais touché Elena avec colère. Pas une seule fois en 16 ans. Et les disputes? Criez-vous? Lancez-vous des objets? Frappez-vous les murs?
Nous nous disputons à peine. Cela a fait partie du problème. Nous avons simplement arrêté de nous parler. Elle prit des notes. C'est en fait une bonne chose. Si vous étiez du genre à perdre votre sang-froid, elle aurait de vrais incidents à signaler. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant nous prenons les devants. Nous déposons en premier. Nous documentons ses projets de déménager les enfants. Nous documentons la liaison. Nous documentons le complot de fausses accusations. Est-ce que cela l'arrêtera? Cela lui rendra beaucoup plus difficile de disparaître avec vos filles. Je quittais le bureau de Rebecca avec une liste d'avocats et un plan. Mais d'abord j'avais un dernier arrêt à faire. David Torres vivait dans un complexe d'appartements branchés à Highlands. Verre et acier. Service de voiturier. Le genre d'endroit qui louait à des consultants en informatique et des avocats divorcés. Jake m'attendait dans son camion quand j'arrivais. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il. « J'en suis sûr. Et s'il n'est pas chez lui, alors nous attendons. » La BMW de David était dans le parking souterrain. Appartement 4. Je frappais à la porte. Il répondit en portant un peignoir et tenant une tasse de café. Quand il me vit, son visage devint blanc. « Que voulez-vous? Parlez. Je n'ai rien à vous dire. C'est bon. J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Jake apparut derrière moi. David nous regarda tour à tour. « Vous ne pouvez pas entrer ici. Nous ne demandons pas à entrer. Nous vous demandons de sortir. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, je vais commencer à frapper aux portes de cet immeuble pour demander à vos voisins s'ils savent que vous êtes mariés. » Il sortit et ferma la porte derrière lui. « Que voulez-vous? Je veux que vous restiez loin de ma femme. Elena prend ses propres décisions. Elena prend de mauvaises décisions. Je veux que vous l'aidiez à en prendre de meilleures. En disparaissant, en lui disant la vérité sur ce que vous voulez vraiment. » Il ne dit rien. « Vous ne voulez pas épouser Elena, continuai-je. Vous ne voulez pas être beau-père de 2 adolescentes. Vous voulez coucher sans que votre femme le découvre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez 40 ans. Vous vivez dans un appartement d'une chambre. Vous conduisez une BMW en leasing. Vous ne cherchez pas une famille. Vous cherchez l'aventure. Elena comprend ce que c'est. Non, elle ne comprend pas. Elle pense que vous allez vous enfuir ensemble à Portland et vivre heureux pour toujours. Peut-être que c'est ce qu'on va faire. Avec quel argent? Elena ne travaille pas à temps plein. Vous n'allez pas faire vivre 3 personnes avec un salaire de consultant en informatique. David commençait à être mal à l'aise. Parfait. Et que se passe-t-il quand votre femme le découvre? Demanda Jake. Parce qu'elle va le découvrir. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Elle le saura si Elena continue à vous envoyer des emails, dis-je. Elle le saura si vous déménagez à Portland avec la femme et les enfants d'un autre homme. Elle le saura si Elena commence à me réclamer une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Ce n'est pas mon problème. Ça le devient si votre femme prend la moitié de vos biens dans son divorce. David resta silencieux pendant une longue minute. Que voulez-vous que je fasse? Rompez avec Elena. Dites-lui que vous avez changé d'avis pour Portland. Dites-lui ce que vous voulez. Mais mettez-y fin. Et si je ne le fais pas? Alors je m'assure que votre femme reçoive des copies de tous les emails qu'Elena vous a envoyés. Tous les reçus d'hôtel. Toutes les factures de restaurant. Tout. Vous me menacez. Je vous explique les conséquences. Il rentra sans rien dire d'autre. Jake et moi sommes repartis. Tu penses qu'il va le faire? Demanda Jake. Il va le faire. Les types comme David ne se battent pour rien. Ils passent simplement à la femme suivante. Et Elena va découvrir ce que ça fait quand tout le monde arrête de croire à ses mensonges. Ce soir-là, Elena appela pour demander si elle pouvait venir discuter. Je lui dis de venir pour écouter, pas pour parler. Elle arriva à 8 heures, après que les filles soient couchées. Elle avait l'air différente. Fatiguée. Plus âgée. Comme si les dernières 24 heures l'avaient vieilli de 5 ans.
Kevin, nous devons discuter de ce qui va se passer maintenant. Je sais ce qui va se passer maintenant. Vraiment, tu retournes à la maison. Tu arrêtes de voir David. Tu recommences à agir comme une mère. Elle secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que j'ai déjà pris d'autres dispositions. Quelles autres dispositions? J'ai versé des arts pour un appartement à Portland. J'ai contacté des écoles pour les filles. J'ai prévenu Michelle que je ne resterai plus très longtemps chez elle. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo que j'avais prise de l'immeuble de David. Je suis allé voir David aujourd'hui. Son visage devint livide. Tu as fait quoi? J'ai eu une conversation avec lui au sujet de votre avenir ensemble. Kevin, tu ne peux pas simplement, il s'avère que David a des doutes concernant Portland. Ce n'est pas vrai. Appelle-le. Quoi? Appelle-le maintenant. Demande-lui pour Portland. Elle sortit son téléphone. Composa le numéro de David. Mit le haut-parleur. Ça tomba directement sur la messagerie. David, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. C'est important. Elle raccrocha et me regarda. Il travaille probablement. À 8 heures du soir, il travaille tard parfois. Elena, assieds-toi. Elle s'assit à la table de la cuisine. Au même endroit où nous nous étions disputés hier. David ne va pas à Portland avec toi. Si, il y va. Nous en avons parlé. Quand est-ce que vous en avez parlé pour la dernière fois? Hier. Avant que tu rentres et que tu gâches tout. Je sortis les emails imprimés et les posai sur la table devant elle. J'ai lu tes emails, Elena. Elle essaya de les attraper mais je les retirai. Tous. Ceux à David. Ceux aux avocats. Ceux à tes copines au sujet de documenter de fausses violences conjugales. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles. Tes affaires personnelles étaient dans ma maison. Sur ma table de cuisine. En train de planifier de détruire ma vie. Je n'essayais pas de détruire ta vie. Comment tu appelles ça quand tu prévois de m'accuser faussement de t'avoir frappé pour pouvoir voler mes enfants? Elle resta silencieuse. Elena, regarde-moi. Elle leva les yeux. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais jamais? Je pensais avoir plus de temps. Du temps pour quoi? Pour trouver comment faire ça sans blesser personne. Sans blesser personne? Elena, tu me trompes depuis 6 mois. Tu prévois d'emmener mes filles loin de moi. Tu parles à d'autres femmes de me piéger pour violence conjugale. Qui exactement tu ne prévoyais pas de blesser? Son téléphone vibra. Message texte. Elle s'en empara. C'est David, dit-elle. Qu'est-ce qu'il dit? Elle le lut. Son visage s'effondra. Qu'est-ce qu'il dit, Elena? Il dit qu'on doit parler. De quoi? Il ne le dit pas. Rappelle-le. Kevin, je ne veux pas faire ça avec toi ici. Rappelle-le ou c'est moi qui le ferai. Elle composa son numéro. Cette fois il répondit. David, je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone. Elena, il faut qu'on parle de Portland. D'accord. De quoi exactement? J'ai réfléchi à ce que Kevin a dit aujourd'hui. Elena me regarda avec une haine pure. Qu'est-ce que Kevin a dit? À propos des complications. À propos de ce que ça signifierait pour nous deux. Quelles complications? Elena, tu as 2 filles adolescentes. Je ne suis pas prêt à être beau-père. On en a parlé? Tu avais dit que ça irait. J'ai dit beaucoup de choses. Mais j'ai réfléchi à la réalité de la situation. La réalité de quoi? De recommencer à zéro dans une nouvelle ville avec les enfants de quelqu'un d'autre. De gérer les batailles pour la garde et les pensions alimentaires et tout le drame qui va avec. Elena pleurait maintenant. David, tu avais promis. Je n'ai jamais rien promis. On a parlé de possibilités. Tu avais dit que tu m'aimais. Je t'aime. Mais aimer et emménager ensemble, ce sont 2 choses différentes. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'on devrait peut-être ralentir. Qu'on devrait voir comment les choses évoluent avant de faire de gros changements. David, j'ai déjà versé des arts pour un appartement. J'ai déjà commencé les démarches avec les écoles. Tout. Alors tu devrais peut-être récupérer ton argent.
La ligne devint silencieuse. David, je suis là. Tu es en train de rompre avec moi? Long silence. Je dis qu'on devrait être réaliste sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est deux personnes qui aiment passer du temps ensemble. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Elena raccrocha. Elle resta assise là, fixant son téléphone comme s'il allait sonner à nouveau. Il ne sonna pas. Alors, dis-je. Tu comptes toujours déménager à Portland? Elle ne répondit pas. Elena, c'est ta faute. Comment est-ce que c'est ma faute? Tu es allé le voir. Tu lui as fait peur. Je lui ai dit la vérité. Que tu prévoyais d'emmener mes enfants loin de moi en te basant sur des mensonges. Ce sont mes enfants aussi. Alors commence à te comporter comme leur mère. Je suis leur mère. Non, tu ne l'es pas. Les mères ne prévoient pas d'arracher leurs enfants à leur père. Les mères n'ont pas l'intention d'accuser le père de leurs enfants de violence qui n'a jamais eu lieu. Les mères ne traumatisent pas leurs enfants en ayant des liaisons dans le foyer familial. Je n'avais jamais voulu que les filles l'apprennent comme ça. Comment voulais-tu qu'elles l'apprennent? Quand tu les chargerais dans un camion de déménagement pour Portland. Elle pleurait encore plus fort maintenant. Je voulais juste être heureuse. Aux dépens de qui? Je pensais que tu finirais par comprendre. Comprendre quoi? Que tu n'étais plus amoureuse de moi. Elena, les gens tombent de l'amour tous les jours. Ils divorcent. Ils divorcent. Ils ne détruisent pas la vie de leurs enfants au passage. Je n'essayais pas de détruire la vie de qui que ce soit. Alors qu'est-ce que tu essayais de faire? Recommencer à zéro. En mentant sur tout? Je n'ai pas menti sur tout. J'ai pris les emails imprimés. Elena, tu as menti sur le moment où l'aventure a commencé. Tu as menti sur l'endroit où vous vous retrouviez. Tu as menti à David en disant que tu étais divorcé. Tu avais l'intention de mentir à la police en disant que je t'avais frappé. Sur quoi n'as-tu pas menti? Elle n'avait pas de réponse. Voici ce qui va se passer, dis-je. Demain tu vas appeler le complexe d'appartements à Portland et récupérer ta caution. Tu vas appeler les écoles et retirer tes demandes. Tu vas revenir habiter dans cette maison, et commencer à t'occuper de tes filles. Et si je ne le fais pas? Alors je demande la garde d'urgence basée sur ton projet de déménager les enfants sans mon consentement, et ta conspiration pour porter de fausses accusations de violence domestique. Tu ne peux rien prouver de tout ça. J'ai brandi les emails. Je peux tout prouver. Elle regarda les papiers dans mes mains. Puis elle me regarda. Et nous? Et notre mariage? Je ne sais pas, Elena. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-on réparer ça? Veux-tu le réparer? Je ne sais pas. Alors voilà ta réponse. Elle se leva. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu peux réfléchir ici. Dans ta propre maison. Avec tes filles. Kevin, je ne peux pas simplement faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande d'être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu arrêtes de prendre des décisions basées sur des fantasmes et que tu commences à les prendre basées sur la réalité. Quelle réalité? La réalité que tu as deux filles qui ont besoin de leur mère. La réalité que David ne veut pas être beau-père. La réalité que ton projet de déménager à Portland était basé sur des mensonges et de la manipulation. Elle prit son sac à main. J'ai besoin de prendre l'air. Où vas-tu? Faire un tour en voiture. Elena, ne fais rien de stupide. Comme quoi? Comme t'enfuir. Comme appeler David et le supplier de changer d'avis. Comme rendre ça encore pire que ça ne l'est déjà. Elle se dirigea vers la porte. Puis elle se retourna. Kevin? Oui? Est-ce que tu me détestes? J'y ai réfléchi pendant une minute. Non, dis-je. Je déteste ce que tu as fait. Mais je ne te déteste pas. Pourras-tu jamais me pardonner? Je ne sais pas. Pourras-tu jamais me dire la vérité? Elle partit sans répondre. Je suis resté assis dans la cuisine longtemps après son départ. Puis je suis monté vérifier les filles. Elles dormaient toutes les deux. La porte d'amis était entr'ouverte. Je pouvais la voir allongée sur le côté face au mur. Papa? Chuchota-t-elle. Oui ma chérie, est-ce que maman va bien? Elle ira bien.
Et toi tu vas bien? Moi aussi j'irai bien. Papa, oui, je t'aime. Moi aussi j'irai bien. Papa, oui, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Amy. Plus que tu ne le sauras jamais. J'ai fermé sa porte et je suis allé dans ma chambre. Le côté d'Elena du lit était encore défait depuis que David avait fait ses bagages hier. J'ai enlevé les draps, et j'en ai mis des propres. Puis j'ai appelé Rebecca Martinez, et j'ai laissé un message vocal. Rebecca, c'est Kevin Davidson. Je pense qu'on doit aller plus vite que prévu. Appelez-moi dès demain matin. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là non plus. Mais cette fois ce n'était pas parce que j'étais confus. Cette fois c'était parce que je planifiais. Rebecca m'a appelé à 6 heures du matin. Kevin, j'ai eu votre message. Que s'est-il passé? David a largué Elena hier soir. Juste devant moi. C'est en fait une bonne nouvelle. Vraiment? Ça veut dire que son plan de déménagement tombe à l'eau. Mais on doit quand même tout documenter avant qu'elle tente quelque chose de désespéré. Quel genre de désespéré? Le genre où elle demande quand même la garde d'urgence. Prétend que vous êtes dangereux. Force une longue bataille judiciaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On construit un dossier béton? Aujourd'hui. Avant qu'elle ait le temps de se ressaisir. J'ai retrouvé Rebecca à son bureau à 8 heures. Elle avait du café et un bloc-notes plein de notes. D'abord on a besoin de documentation financière. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, tout ce qui montre la liaison. Déjà imprimé. Bien. Deuxièmement, on a besoin de témoins de moralité. Des gens qui peuvent témoigner que vous n'avez jamais été violent ou contrôlant. Mon contremaître. Mes voisins. Les professeurs des filles. Parfait. Troisièmement, on a besoin de preuves de sa planification de déménagement. Contact d'école, demande d'appartement, tout ce qui est concret. Je lui ai donné l'ordinateur portable d'Elena. Tout est là-dedans. Rebecca a passé 2 heures à éplucher les emails d'Elena. Quand elle a fini, son visage était sombre. Kevin, c'est pire que je ne pensais. À quel point pire? Elle coordonnait avec d'autres femmes. Des épouses d'hommes de votre secteur. Elle partageait des stratégies pour, appelons ça des divorces agressifs. Quel genre de stratégie? Fausse accusation. Bien cachée. Assassinat de caractère. Elles ont tout un réseau. Mon estomac s'est serré. Qui? Carmen Rodriguez. Sandra Mitchell. Bess Thompson. Carmen, la femme de Jake, était sur la liste. Sandra, la femme de mon voisin Frank. 3 autres femmes que je connaissais depuis des années. Mon Dieu, il y a pire. Elles se rencontrent régulièrement. Elles se font appeler un groupe de soutien. Mais en réalité elles planifient des attaques coordonnées contre leur mari. Quand? Les emails d'Elena suggèrent qu'elles prévoyaient toutes de déposer simultanément. Ce mois-ci, elles ont probablement pensé qu'il serait plus difficile pour vous les hommes, de comparer vos notes si tout arrivait en même temps. J'ai appelé Jake immédiatement. Jake, on doit se voir. Tout de suite. Je suis sur le chantier Morrison. C'est à propos de Carmen. Silence. Jake, j'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, Jake était assis dans le bureau de Rebecca, lisant les impressions des emails de sa femme. Salope, dit-il doucement. Depuis combien de temps tu soupçonnais? Demanda Rebecca. Quelques mois. Elle agissait bizarrement. Travaillait tard. Nouveaux vêtements. Les signes habituels. Tu l'as confronté? J'attendais le bon moment. Je suppose que le bon moment vient de me trouver. Rebecca lui montra d'autres emails. Des plans pour faire arrêter Jake pour violence conjugale. Des plans pour que Carmen vide leur compte joint. Des plans pour qu'elle déménage à Phoenix avec son petit ami. Son petit ami? Le visage de Jake devint rouge. Qui est son petit ami? Quelqu'un qui s'appelle Marcus. Il travaille à la banque. Jake se leva. Je vais le tuer. Non, tu ne vas pas le faire, dis-je. C'est exactement ce qu'elles veulent qu'on fasse. Agir comme des fous pour qu'elles puissent dire qu'on est dangereux.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Rebecca répondit. On documente tout. On dépose en premier. On protège tes biens et tes enfants avant qu'elles puissent exécuter leur plan. Et les autres gars? Le mari de Sandra Mitchell, Frank. Les autres. On les prévient. Aujourd'hui. Avant que cette affaire aille plus loin. J'ai passé l'après-midi à passer des coups de téléphone. Frank l'a le plus mal pris. Il était marié à Sandra depuis 32 ans. Tu es sûr de ça, Kevin? Frank. Je regarde des emails. Elle planifie de te quitter depuis 8 mois. Avec qui? Je ne sais pas. Les emails l'appellent juste R. Roger, dit Frank doucement. Son professeur de yoga. Je savais que quelque chose se passait. Frank, tu dois prendre un avocat. Aujourd'hui. Kevin, j'ai 64 ans. Si Sandra me quitte maintenant, je perds tout. Pas si tu déposes en premier. Le soir, les 6 hommes se rencontraient dans le garage de Jake. Des ouvriers du bâtiment, un mécanicien, un plombier, et Frank qui avait pris sa retraite de la compagnie de téléphone. Tous mariés entre 15 et 32 ans. Tous sur le point d'être pris par surprise par des épouses qui planifiaient notre destruction depuis des mois. Alors, c'est quoi le plan? Demanda Tom Mitchell, le mari de Sandra. Nous demandons le divorce simultanément, dis-je. Demain matin. Nous 6. Ça me semble extrême, dit Phil Thompson. Ce qui est extrême, c'est que ta femme prévoit de t'accuser de viol, Phil. Il devint livide. Quoi? Rebecca avait trouvé les emails de Beth cet après-midi-là. La femme de Phil prévoyait de prétendre qu'il y avait eu viol conjugal pour obtenir la garde d'urgence de leur fils. Elle ne plaisante pas, dit Jake. Elles essaient de nous détruire, alors on les détruit en premier, demanda Frank. Non, dis-je. Nous nous protégeons ainsi que nos enfants. Il y a une différence. Et Elena? Demanda Jake. Elle prévoit toujours de rentrer à la maison? Je ne sais pas. Elle n'a pas appelé. En fait, Elena avait appelé. 3 fois. Je n'avais simplement pas répondu. La 4e fois qu'elle appela, je décrochais. Kevin, il faut qu'on parle. De quoi? De ce qui va se passer maintenant. Je t'ai dit ce qui va se passer. Tu rentres à la maison et tu commences à te comporter comme une mère. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que David m'a rappelé. Mon sang se glaça. Et, il veut réessayer. Il pense que Portland pourrait marcher après tout. Elena, ne fais pas ça. Kevin, je dois suivre mon cœur. Ton cœur. Et les cœurs de tes filles, elles comprendront un jour. Non, elles ne comprendront pas. Et tu sais quoi? Moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini d'essayer de te sauver de toi-même. Je raccrochais. Puis j'appelais Rebecca. Nous déposons demain, dis-je. Nous tous, le lendemain matin, 6 hommes entrèrent en même temps dans le bâtiment du tribunal de la famille de Denver. Nous avions l'air d'une équipe de construction parce que la moitié d'entre nous en était. Mais nous étions là pour affaire. Rebecca avait organisé pour que nous rencontrions différents avocats. Même cabinet d'avocats mais représentations séparées pour éviter les conflits d'intérêts. Mon avocate s'appelait Patricia Sean. Petite femme, costume coûteux, poignée de main comme un étau. Monsieur Davidson, j'ai examiné votre documentation. C'est l'un des cas de conspiration les plus complets que j'ai vus. Conspiration, 6 femmes coordonnant de fausses accusations contre leur mari, planifiant des déménagements simultanés avec leurs enfants. C'est de la conspiration pour commettre une fraude au minimum. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Nous pouvons porter plainte. Mais plus important encore, nous pouvons devancer leurs accusations. Déposer en premier. Établir la vérité avant qu'elle puisse brouiller les pistes avec des mensonges, elle me fit parcourir la procédure. Requête d'urgence pour la garde. Ordonnance restrictive pour empêcher la relocalisation des enfants. Ordonnance de protection des biens pour geler les comptes joints. Ça va mal tourner, monsieur Davidson. À quel point? Ils vont prétendre que vous vous êtes coordonné avec les autres hommes pour les harceler. Ils vont dire que c'est une attaque contre elles toutes.
N'est-ce pas le cas? Non. Ce sont 6 affaires distinctes d'hommes protégeant leur famille contre la fraude. Le fait que les femmes aient coordonné leur plan ne signifie pas que vous avez coordonné votre réponse. À midi, les 6 demandes de divorce furent déposées simultanément. À 14 heures, Elena m'appelait en hurlant. « Kevin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé mes filles. Tu as demandé le divorce sans m'en parler? On en a parlé. Tu as choisi David et Portland. J'ai choisi Amy et Sophie et la réalité. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Je vais me battre contre toi sur tout. La garde, les biens, la pension. Tout. Bonne chance pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la documentation de ta liaison, de tes projets de déménagement, et de votre complot pour porter de fausses accusations de violence domestique. Comment penses-tu que ça va se passer au tribunal? Silence. Elena, tu as fouillé dans mes communications privées. J'ai fouillé dans des communications sur mon ordinateur dans ma maison concernant des plans pour détruire ma vie. Rien de privé là-dedans. Mon avocat dit que c'est illégal. Ton avocat peut dire ce qu'il veut. Ça ne rend pas ça vrai. Elle raccrocha. 1 heure plus tard, Carmen appela Jake en pleurant. Sandra appela Frank en le suppliant de reconsidérer. Beth débarqua sur le chantier de Phil en lui criant dessus devant son équipe. Le réseau s'effondrait. Ce soir-là, Rebecca m'appela avec des nouvelles. Kevin, tu dois savoir quelque chose. L'avocat d'Elena m'a contacté aujourd'hui. À propos de quoi? Un arrangement. Elle veut négocier. Un arrangement sur quoi? Elle n'a encore rien déposé. Elle propose de te donner la garde principale des filles en échange d'un règlement immobilier plus important. Elle abandonne les filles. Apparemment David a clairement fait comprendre que les enfants ne faisaient pas partie de son projet de Portland. Je m'assis. Après tout ce qu'Elena avait dit sur se battre pour les filles, sur le fait qu'elles étaient aussi ses enfants, elle était prête à les échanger contre de l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on considérerait toute offre raisonnable. Rebecca, je ne veux pas de l'argent d'Elena. Je veux que mes filles soient en sécurité. Je sais. Mais on devrait entendre ce qu'elle propose. Le lendemain, l'avocat d'Elena appela avec une offre. Elena me donnerait la garde physique complète d'Amy et Sophie. Elle prendrait son compte de retraite, la moitié de la valeur nette de la maison, et une pension alimentaire mensuelle pendant 3 ans. En échange, j'accepterais de ne pas poursuivre les accusations de fraude. Je la laisserai déménager à Portland sans interférence. Et je ne mentionnerai jamais l'aventure ou la conspiration à qui que ce soit. Ce n'est pas une mauvaise affaire, dit Patricia Chen. Vous obtenez ce que vous voulez vraiment. Vos filles restent avec vous. Quel est le piège? Aucun piège. Elle obtient assez d'argent pour recommencer à Portland. Vous récupérez vos filles et votre vie. Et elle s'en va tout simplement, à peu près. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Elena m'a appelé une fois pendant ce temps. Kevin, je sais que tu es en colère. Mais ça pourrait marcher pour nous deux. Et les filles? N'ont-elles pas leur mot à dire sur le fait que leur mère les abandonne? Je ne les abandonne pas. Je leur donne de la stabilité. Elles ont besoin d'être au même endroit avec un seul parent. Pas de faire l'aller-retour entre 2 villes. C'est un raisonnement bien pratique. C'est un raisonnement pragmatique. Elena, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Les aimes-tu? Amy et Sophie. Aimes-tu vraiment tes filles? Long silence. Bien sûr que je les aime. Alors comment peux-tu les abandonner? Je ne les abandonne pas. Je fais un choix difficile pour le bien de tous. Le bien de tous? Ou le bien de David? Kevin, tu ne comprends pas? Je comprends parfaitement. David ne veut pas d'enfant. Alors tu les choisis lui plutôt qu'elle. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Après qu'elle ait raccroché, j'ai appelé Amy dans le salon. Amy, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. D'accord. Si ta mère déménage à Portland, comment te sens-tu à l'idée de rester ici avec moi? C'est ce qui va se passer? C'est possible? Elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Papa,
Puis-je te dire quelque chose? N'importe quoi. Je ne veux plus vivre avec maman. Pourquoi pas? Parce qu'elle ment. Surtout. Et je ne veux pas que Sophie grandisse en pensant que c'est normal. Et pour lui rendre visite à Portland? Peut-être parfois. Mais je veux vivre ici. C'est chez nous. Ce soir-là, j'ai signé l'accord de règlement. Elena déménagerait à Portland avec David. Je garderai la maison et les filles. Elle obtiendrait son argent de retraite et 3 ans de pension alimentaire. En retour, les accusations de conspiration disparaîtraient. Les autres femmes du réseau régleraient aussi leurs affaires discrètement. Tout le monde obtient ce qu'il veut vraiment. Elena obtient sa nouvelle vie. J'obtiens mes filles. Les autres gars peuvent reconstruire sans que leur femme essaie de les détruire au tribunal. Ce n'était pas la justice. Mais c'était intelligent. 3 jours après avoir signé l'accord, je nettoyais le bureau d'Elena à la maison quand j'ai trouvé son deuxième ordinateur portable. Caché derrière une pile de vieux magazines. Cet ordinateur était protégé par un mot de passe que je ne connaissais pas. Mais Amy s'y connaissait en informatique. Tu peux accéder à ça? Lui ai-je demandé. Probablement. Pourquoi? Je veux m'assurer que ta mère n'a rien laissé d'important dessus. Il a fallu environ 10 minutes à Amy pour craquer le mot de passe. Elena avait utilisé le deuxième prénom de Sophie plus son année de naissance. Papa, dit Amy doucement. Tu dois voir ça. L'ordinateur portable contenait des emails qui n'étaient pas dans l'autre ordinateur. Des emails plus récents. Des emails d'après que David les larguait. Elena n'avait pas renoncé à Portland. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Un homme nommé Marcus Rodriguez. Le petit ami de Carmen. L'amant de la femme de Jake. Elena et Marcus avaient prévu d'aller à Portland ensemble. Avec l'argent de notre accord. Ils planifiaient ça depuis une semaine. Papa, il y a autre chose. Amy me montra des emails entre Elena et une femme nommée Dr. Sarah Mitchell. Une thérapeute à Portland. Elena avait organisé de fausses séances de thérapie. Des séances documentées sur son rétablissement après violence conjugale. Des séances qui seraient utilisées pour justifier de garder les filles loin de moi définitivement. Elle prévoit encore de nous emmener, dit Amy. Non, elle ne le fera pas. Comment tu le sais? Parce qu'elle a déjà signé des papiers me donnant la garde. Mais si elle change d'avis? Si elle nous emmène quand même? J'ai regardé les emails à nouveau. Elena prévoyait de prétendre que je l'avais contrainte à signer l'accord de garde. Qu'elle avait eu peur de moi. Qu'elle avait besoin de temps pour guérir avant de pouvoir se battre correctement pour ses enfants. C'était de la foutaise. Mais c'était de la foutaise documentée. Le genre qui pourrait marcher au tribunal si je n'étais pas préparé. J'ai appelé Rebecca immédiatement. Rebecca, nous avons un problème. Je lui ai transféré les emails de l'ordinateur portable caché d'Elena. Elle m'a rappelé 20 minutes plus tard. Kevin, ça change tout. Comment? Elle prévoit de revenir sur l'accord. Déposer de nouvelles accusations. Prétendre coercition et fraude. Elle peut faire ça? Si elle a une thérapeute prête à témoigner qu'elle a été traumatisée pour signer. Oui? Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les devants. Encore. Le lendemain matin, Rebecca a déposé une requête pour faire appliquer l'accord de règlement. Nous avons demandé le transfert immédiat des fonds de retraite d'Elena pour l'empêcher de les utiliser pour financer un déménagement à Portland. Nous avons également déposé une demande d'ordonnance restrictive, empêchant Elena de sortir les filles du Colorado sans autorisation du tribunal. La réponse d'Elena fut rapide et prévisible. Elle a engagé un nouvel avocat. Elle a déposé des documents prétendant qu'elle avait signé l'accord sous la contrainte. Elle a demandé des audiences d'urgence pour protéger ses enfants de la manipulation de leur père. L'audience était programmée pour le vendredi suivant. Mercredi soir, Elena m'a appelé. Kevin, il faut qu'on se voie. Juste nous deux. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. Je veux régler ça sans les avocats. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la retrouver dans un café à Highlands Ranch. Elle avait l'air terrible. Maigre.
Des cernes sous les yeux. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Kevin, j'ai fait une erreur. Quelle erreur? Il y en a eu tellement. Je n'aurais jamais dû signer cet accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu voulais vraiment. Parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les filles. Elena, tu étais prête à abandonner les filles pour David. Et maintenant tout à coup tu veux te battre pour elles? J'étais confuse. Je ne réfléchissais pas clairement. Et maintenant tu réfléchis clairement. Maintenant je réalise qu'Amy et Sophie ont besoin de leur mère. Où était cette prise de conscience quand tu prévoyais de les emmener à Portland avec un homme qu'elles n'avaient jamais rencontré? C'était différent. En quoi était-ce différent? David et moi nous allions former une famille. Et toi et Marcus, qu'est-ce que vous allez être? Son visage devint blanc. Quoi? Marcus Rodriguez. Le petit ami de Carmen. L'amant de la femme de Jake. Ton nouveau plan de Portland. Kevin, je ne vois pas de quoi tu parles. Elena, j'ai trouvé ton autre ordinateur portable. Elle ferma les yeux. Je sais tout sur Marcus. Je sais pour les fausses séances de thérapie. Je sais que tu prévois de prétendre que je t'ai contrainte à signer l'accord de garde. Kevin, je sais que tu prévois toujours de m'enlever mes filles. Elle se mit à pleurer. Je veux juste être heureuse. À quel prix? Combien de personnes dois-tu blesser pour être heureuse? Je n'essaie de blesser personne. Tu essaies de me blesser. Tu essaies de blesser Amy et Sophie. Tu essaies de détruire le mariage de Jake et Carmen. Tu essaies de blesser tous ceux qui se mettent en travers de ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. Elena, regarde-moi. Elle leva les yeux. Tu t'entends? Il y a 6 mois, tu étais une épouse et une mère. Maintenant tu es une femme infidèle en série qui ment au thérapeute et complote pour voler des enfants. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée amoureuse. De qui? David? Marcus? Ou de l'idée de fuir tes responsabilités? Elle ne répondit pas. Elena, je vais te le demander une dernière fois. Veux-tu être une mère pour Amy et Sophie? Oui. Alors reviens à la maison. Romps avec Marcus. Commence à te comporter comme leur mère. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime plus, Kevin. Je ne t'aime plus depuis des années. Je ne te demande pas de m'aimer. Je te demande de les aimer. Je les aime. Alors prouve-le. Reste à Denver. Sois leur mère. On s'occupera du reste plus tard. Elle secoua la tête. Je ne peux plus vivre dans cette ville. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Tout le monde parle de moi. Alors déménage de l'autre côté de la ville. Prends un appartement. Reste près des filles. Kevin. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'un nouveau départ. Très bien. Prends ton nouveau départ. Mais prends-le sans mes filles. Je l'ai laissée assise dans le café, pleurant dans ses mains. Vendredi matin, nous sommes allés au tribunal. Les parents d'Elena attendaient dans le couloir du tribunal quand je suis arrivé avec les filles. Robert et Maria Santos. Je les connaissais depuis 18 ans. Ils étaient grands-parents d'Amy et Sophie depuis leur naissance. Kevin, dit Robert. Il faut qu'on parle. Nous avons trouvé un coin tranquille loin des avocats et du personnel du tribunal. Nous savons ce qu'Elena a fait, dit Maria doucement. Tout? Robert a reçu des coups de téléphone. Des hommes de ton équipe de construction. Jake Rodriguez. Frank Morrison. Ils lui ont parlé des emails. Robert paraissait plus vieux que ses 68 ans. Kevin, j'ai honte de ma fille. Monsieur Santos, non, laisse-moi finir. Maria et moi avons élevé Elena pour qu'elle soit honnête. Pour qu'elle soit responsable. Pour qu'elle fasse passer sa famille en premier. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas la fille que nous avons élevée. Maria pleurait. Ces pauvres petites. Amy et Sophie ne méritent pas ça. Qu'allez-vous faire? Demandai-je. Nous allons témoigner pour toi, dit Robert. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si nous le devons. Elena essaie d'emmener nos petites filles loin du seul foyer stable qu'elles aient jamais connu. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver.
Amy tenait la main de Sophie pendant que nous parlions. Elles avaient toutes les deux l'air effrayées. Les filles, dit Maria. Venez ici. Amy et Sophie s'approchèrent de leur grand-mère. Nous voulons que vous sachiez que quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous vous aimons. Et nous pensons que vous devriez rester avec votre papa. Et maman? Demanda Sophie. Robert s'agenouilla au niveau des yeux de Sophie. Ta maman est malade en ce moment, Mija. Elle fait de mauvais choix parce qu'elle est confuse. Mais ton papa t'aime plus que tout au monde. Vous êtes fâché contre maman? Demanda Amy. Nous sommes déçus d'elle, dit Maria. Mais nous ne vous en voulons pas, les filles. Ce n'est pas votre faute. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Elena était assise à une table avec son nouvel avocat. Elle portait une robe noire et aucun maquillage. Elle essayait de ressembler à une victime. Marcus Rodriguez était assis au dernier rang. Un grand type, beau gosse, costume cher. Il croisa mon regard et hocha la tête comme si nous étions de vieux amis. Comme s'il n'avait pas prévu d'aider ma femme à me voler mes enfants. L'avocat d'Elena prit la parole en premier. Il prétendit qu'Elena avait été contrainte de signer l'accord de garde. Il dit qu'elle avait été traumatisée par des mois de violence psychologique. Il dit qu'elle avait besoin de temps pour se remettre avant de pouvoir se battre correctement pour ses enfants. C'était du baratin, mais du baratin bien présenté. Puis Patricia Chen se leva pour notre camp. Elle présenta les emails d'Elena. Tous. La planification de l'aventure. Le complot de déménagement. La stratégie de fausse violence domestique. La coordination avec d'autres épouses pour détruire leur mari simultanément. Elle présenta les dossiers financiers montrant qu'Elena cachait de l'argent depuis des mois, se préparant à disparaître. Elle présenta le témoignage d'Amy. Amy dit au juge qu'elle voulait rester avec moi. Qu'elle ne faisait plus confiance à sa mère. Qu'elle avait peur que sa mère les emmène loin de leur maison et de leurs amis. Sophie était trop jeune pour témoigner, mais la psychologue pour enfants nommée par le tribunal l'avait interrogée. Sophie avait dit à la psychologue qu'elle voulait rester avec papa parce que maman avait menti sur tout. Puis Robert Santos vint à la barre. Votre honneur, je connais Kevin Davidson depuis 18 ans. Il a été un bon mari pour ma fille et un père dévoué pour mes petites filles. Ce qu'Elena prétend à propos de violences psychologiques, c'est tout simplement faux. L'avocat d'Elena le contre-interrogea. Monsieur Santos, n'est-il pas possible que votre fille vous ait caché les violences? Non, monsieur. Elena nous dit tout. Elle l'a toujours fait. Si Kevin l'avait maltraité, nous l'aurions su. Mais les gens changent, monsieur Santos. Peut-être que Kevin est devenu violent récemment. Si c'était vrai, pourquoi Elena n'est-elle pas venue nous demander de l'aide? Pourquoi a-t-elle prévu de s'enfuir à Portland avec un homme que nous n'avons jamais rencontré au lieu de venir voir ses parents? L'avocat d'Elena n'avait pas de bonne réponse à cela. Maria Santos témoigna ensuite. Elle parla de la façon dont Elena était devenue confuse au cours de l'année passée. Comment elle avait menti à tout le monde, y compris à ses parents. Comment elle avait pris de terribles décisions qui blessaient tous ceux qui l'entouraient. Votre honneur, dit Maria les larmes aux yeux, j'aime ma fille. Mais ces petites filles ont besoin de stabilité. Elles ont besoin de rester avec leur père. L'avocat d'Elena tenta de discréditer les grands-parents. Il prétendit qu'ils prenaient parti contre leur propre fille. Mais il était clair pour tous dans la salle d'audience que Robert et Maria Santos faisaient passer le bien-être de leur petite fille avant les désirs de leur fille. Finalement, Elena vint à la barre. Elle fut un témoin épouvantable. Elle se contredit plusieurs fois. Elle ne put expliquer pourquoi elle avait prévu de déménager à Portland avec différents hommes à différents moments. Elle ne put expliquer pourquoi elle s'était coordonnée avec d'autres épouses pour déposer de fausses accusations. Quand Patricia Chen la contre-interrogea, Elena s'effondra complètement. Madame Davidson, vous avez témoigné que votre mari vous maltraitait psychologiquement. Pouvez-vous nous donner des exemples précis? Il était contrôlant. Comment était-il contrôlant? Il questionnait où j'allais. Vous a-t-il empêché d'aller quelque part? Pas exactement. Vous a-t-il empêché de voir des amis? Non. Vous a-t-il empêché de travailler?
Non. Madame Davidson, n'est-il pas vrai que vous étiez contrariée contre votre mari parce qu'il avait découvert votre liaison? Ce n'est pas, c'est plus compliqué que ça. En quoi est-ce compliqué? Kevin a fouillé dans mes communications privées. Des communications sur son ordinateur dans sa maison concernant des projets de déménager ses enfants à son insu. Ce n'était pas seulement ses enfants. Madame Davidson, si vous vouliez déménager les enfants, pourquoi n'en avez-vous pas d'abord discuté avec votre mari? Elena ne put répondre à cette question. Après 2 heures de témoignage, le juge ordonna une suspension d'audience. Les parents d'Elena vinrent à notre table. Kevin, dit Robert, nous sommes désolés pour tout cela. Vous n'avez rien à regretter, si nous le devons. Nous aurions dû voir ce qu'Elena devenait. Nous aurions dû intervenir plus tôt. Monsieur Santos, Elena est adulte. Elle a fait ses propres choix. De mauvais choix, dit Maria. Des choix qui blessent des enfants innocents. Quand l'audience reprit, le juge rendit sa décision. Sur la base des preuves présentées, je conclus que les allégations de coercition et de maltraitance psychologique de Madame Davidson ne sont pas crédibles. L'accord de garde signé par les 2 parties sera appliqué tel qu'il a été rédigé. Elena se mit à pleurer. De plus, continua le juge, j'accorde la demande de Monsieur Davidson pour une ordonnance restrictive empêchant le retrait des enfants mineurs de l'État du Colorado sans approbation du tribunal. L'avocat d'Elena demanda un appel. Le juge la refusa. Madame Davidson, vous avez des droits de visite tels qu'ils sont définis dans votre accord. Je vous encourage vivement à exercer ces droits de manière responsable et dans l'intérêt supérieur de vos enfants. Nous sommes sortis du tribunal en famille. Moi, Amy, Sophie et les parents d'Elena. Elena est sortie avec Marcus Rodriguez et son avocat. Elle n'a pas dit au revoir aux filles. 2 semaines plus tard, Elena est partie pour Portland. Elle n'a pas dit aux filles qu'elle partait. Elles l'ont découvert quand Amy a essayé de l'appeler et a reçu un message indiquant que le numéro était déconnecté. Papa, dit Amy, le téléphone de maman ne marche pas. Elle a peut-être changé de numéro. Ou alors elle a déménagé sans nous le dire. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Sophie entra dans la cuisine. Est-ce qu'on va revoir maman un jour? Je ne sais pas, ma chérie. J'espère que oui. Mais je n'étais pas sûr de le penser vraiment. Elena avait laissé derrière elle plus que sa famille. Elle avait laissé une traînée de destruction qui avait affecté tous ceux qui lui avaient fait confiance. Jake et Carmen divorçaient. Carmen avait déménagé à Phoenix avec Marcus Rodriguez après qu'Elena soit partie pour Portland. Jake avait obtenu la garde de leur fils Tommy. Frank et Sandra essayaient de s'en sortir. Sandra avait mis fin à sa liaison et suivait une thérapie. Mais Frank ne lui faisait plus confiance. Probablement qu'il ne lui ferait plus jamais confiance. Phil et Beth Thompson, c'était fini. Beth avait même essayé de porter plainte pour viol contre Phil, mais les emails prouvaient qu'elle planifiait de fausses accusations depuis des mois. Elle était retournée chez sa mère au Kansas. Les autres couples du réseau avaient des histoires similaires. Des mariages détruits. Des enfants traumatisés. Des vies reconstruites à partir de zéro. Tout cela parce que 6 femmes avaient décidé que leur propre bonheur était plus important que celui de tous les autres. Rebecca Martinez m'a appelé un mois après le départ d'Elena. Kevin, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises nouvelles. L'avocat d'Elena a appelé. Elle veut modifier l'accord de garde. Comment? Elle veut renoncer complètement à ses droits de visite. Pourquoi? Apparemment Portland ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Je n'étais pas surpris. Elena avait l'habitude de fuir quand la réalité ne correspondait pas à ses fantasmes. Qu'est-ce qu'elle veut en échange? Rien. Elle veut juste sortir complètement de l'accord. Et les filles? Elles n'auraient aucune obligation légale de la voir. Pas de visite obligatoire. Pas d'appel téléphonique imposé par le tribunal. Je pensais à Amy et Sophie. Elles demandaient de moins en moins souvent des nouvelles de leur mère. Quand elle la mentionnait, c'était généralement pour dire qu'elle lui en voulait d'être partie. Rebecca, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que c'est normal? Des mères qui abandonnent simplement leurs enfants? Ce n'est pas courant. Mais ça arrive.
Généralement quand la mère réalise que d'autres parents interfèrent avec ce qu'elle veut vraiment. Et ce qu'Elena veut vraiment, c'est faire comme si son ancienne vie n'avait jamais existé. C'est ce qu'il semble. J'ai signé les papiers qui mettaient fin aux droits parentaux d'Elena. Amy a pleuré quand je le lui ai dit. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était soulagée. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas revenir et essayer de nous emmener? Elle ne peut vous emmener nulle part. Jamais. Tant mieux, dit Amy. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui ment tout le temps. Sophie a eu une réaction différente. Papa, est-ce que ça veut dire que maman ne nous aime plus? Sophie, je pense que ta mère vous aime autant qu'elle est capable d'aimer qui que ce soit. Mais parfois les gens ne sont pas capables de grand-chose. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle est partie parce que être ici lui rappelait tous les mauvais choix qu'elle avait faits. Et au lieu de réparer ses choix, elle a décidé qu'il était plus facile de fuir. Tu vas partir aussi? Jamais. Vous les filles, vous êtes ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je ne partirai jamais. Cette nuit-là, Sophie s'est glissée dans mon lit. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle était petite. Papa? Oui ma chérie, je suis contente que maman soit partie. Pourquoi? Parce que maintenant je n'ai plus à m'inquiéter qu'elle nous emmène. Et je n'ai plus à l'écouter mentir. Sophie, c'est normal d'être triste que maman soit partie. Je ne suis pas triste. Je suis soulagé. La vérité sort de la bouche des enfants. 3 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale de Portland. Pas d'adresse de retour. Juste une photo du Mont Hood et un message, les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous aime maman. Amy l'a regardé et me l'a rendu. Papa, tu peux jeter ça, tu ne veux pas la garder? Non. Si elle voulait nous parler, elle appellerait. Les cartes postales, c'est juste sa façon de faire semblant de s'en soucier sans vraiment rien faire. Amy avait 16 ans, mais elle comprenait sa mère mieux que je ne l'avais jamais comprise. J'ai jeté la carte postale. 6 mois après le départ d'Elena, Rebecca Martinez m'a appelé avec une nouvelle surprenante. Kevin, ça vous intéresserait de dîner ensemble un de ces soirs? Dîner, comme un rendez-vous. Avec moi. Je n'avais pas pensé à sortir avec quelqu'un. J'avais été concentré sur les filles et le travail et la reconstruction de nos vies. Rebecca, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Je comprends, mais Kevin, tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. Amy et Sophie ont besoin de voir que de bonnes relations sont possibles. Elle avait raison. Les filles avaient vécu l'effondrement du mariage de leurs parents. Elles avaient besoin de voir à quoi ressemblait une relation saine. Un dîner, dis-je. Un dîner. Rebecca choisit un restaurant près de l'école des filles. Rien de chic. Juste un endroit où nous pourrions parler sans avoir l'impression d'être en représentation. Alors, dit-elle après que nous ayons commandé, comment vont Amy et Sophie? Mieux que je ne l'espérais. Amy a été comme une seconde mère pour Sophie. Très protectrice. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Expliquer à Sophie pourquoi sa mère est partie. Amy comprend qu'Elena a fait des choix égoïstes. Mais Sophie sait seulement que maman a disparu. As-tu eu des nouvelles d'Elena? Une carte postale. C'est tout. Penses-tu qu'elle reviendra un jour? J'espère que non. Rebecca haussa un sourcil. C'est honnête. Elena a causé assez de dégâts. Nous guérissons enfin. Je ne veux pas qu'elle revienne et perturbe cela. Et si les filles voulaient la voir un jour? Alors nous nous en occuperons le moment venu. Mais en ce moment elle se porte mieux sans elle. Nous avons parlé pendant 2 heures. Des filles, du travail, de ce que c'était que de reconstruire sa vie après que quelqu'un en qui vous aviez confiance ait essayé de la détruire. À la fin du dîner, Rebecca m'accompagna jusqu'à mon camion. Kevin, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Penses-tu que tu feras un jour confiance à quelqu'un à nouveau? Je fais confiance à Amy et Sophie. Je veux dire romantiquement. J'y réfléchis. Je ne sais pas. Elena m'a berné pendant 16 ans. Comment savoir si je ne me ferai pas avoir à nouveau? Tu ne le sais pas. Mais c'est ça la confiance. Choisir de croire en quelqu'un même si tu ne peux pas garantir qu'il ne te fera pas de mal. Ça semble risqué.
Tout ce qui en vaut la peine est risqué. Nous avons dîné à nouveau la semaine suivante. Et encore la semaine d'après. Après le 3e dîner, j'ai amené Rebecca à la maison pour rencontrer les filles. Amy était polie mais prudente. Sophie était curieuse mais timide. Papa, dit Amy après le départ de Rebecca, tu sors avec elle, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle va essayer d'être notre mère? Non. Vous avez déjà une mère. Rebecca serait juste quelqu'un qui tient à nous tous. Est-ce qu'elle a des enfants? Non. Elle a été mariée une fois, mais ils ont divorcé et n'ont jamais eu d'enfants. Sophie entra dans la cuisine. Papa, j'aime bien Rebecca. Vraiment, elle écoute quand je parle. Et elle ne prétend pas comprendre les choses qu'elle ne comprend pas. 6 mois plus tard, Rebecca et moi étions fiancés. Nous avons eu un petit mariage au palais de justice. Amy et Sophie étaient mes témoins. Jake était mon témoin principal. La sœur de Rebecca était sa demoiselle d'honneur. Pas de drame. Pas de complications. Juste 2 personnes qui avaient appris à faire confiance à nouveau, et qui choisissaient de construire quelque chose ensemble. Elena envoya une carte de mariage. Pas d'adresse de retour. Juste félicitations et sa signature. Amy la jeta sans la montrer à Sophie. Papa, dit-elle, nous avons une nouvelle famille maintenant. Nous n'avons pas besoin de cartes de personnes qui n'en font pas partie. 2 ans plus tard, Rebecca donna naissance à notre fils Michael. Amy et Sophie furent des grandes sœurs formidables. Protectrices, aimantes et patientes. Elena n'appela jamais pour nous féliciter. Ne demanda jamais de nouvelles de ses filles. N'envoya jamais de cartes d'anniversaire ou de cadeaux de Noël. Pour Amy et Sophie, leur mère était devenue une étrangère qui habitait autrefois dans leur maison.